Voilà, j'attends que petit à petit vous puissiez vous connecter. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est top. Je viens de voir le CGFL qui vient de se connecter. Je viens de voir Patricia aussi. Donc c'est que mes intervenantes sont prêtes et en place elles aussi. Je suis vraiment hyper ravie. Presque de refermer ce mois d'octobre rose avec ce live. J'avais d'ailleurs initié en début de mois un très grand moment avec toutes nos ambassadrices. En tout cas, une partie d'entre elles qui étaient venues vous exposer les différentes actions qu'elles allaient organiser, préparer pour venir à vos rencontres. Et du coup à votre rencontre aussi, voilà, du grand public. C'était très précieux. On a eu un mois juste de folie. Voilà, on a eu évidemment plein de sollicitations, plein de très belles invitations. Et je tenais en ce sens tout premièrement à m'adresser à tout ce réseau de bénévoles parce qu'elles sont volontaires, bénévoles, elles prennent de leur temps pour mobiliser toutes ces actions, faire de la prévention de l'information. Et je tenais vraiment à leur adresser tous mes remerciements parce qu'elles se sont démenées vraiment pour pouvoir voilà, vous délivrer toujours plus d'informations, de renseignements, notamment auprès des familles concernées, mais pas que, auprès du grand public qui devient aujourd'hui un public sensible à ces sujets de santé publique et du coup à la cause de l'hérédité et des cancers. Donc un grand merci vraiment à elles. Je sais qu'elles sont nombreuses à être connectées, qu'elles verront aussi ce replay dans les jours qui suivront. Et finalement, vous avez fait rayonner cette vague de violet. Alors oui, c'est vrai, j'ai un peu manqué à cette exception ce soir, en toute neutralité, mais j'ai mes deux petits rubans, puisqu'on m'appelle maintenant Madame Purple, Miss Purple en violet. Mais elles ont vraiment déferlé cette vague incroyable d'énergie qui les caractérise grâce à leurs belles énergies solaires. Donc merci à toutes nos ambassadrices, à toutes les familles, mais aussi à tous ceux qui se sont engagés à nos côtés pour réaliser des événements absolument incroyables et pour pouvoir continuer de faire œuvrer cette mission qui nous est si chère et si cher à vos cœurs aussi. Voilà, donc sans plus tarder évidemment, ce soir je vais donc vous présenter le thème de ce live qui est donc concerné et dédié aux indications de chirurgie prophylactique et aux techniques de reconstruction mammaire. On a régulièrement des questions en ce sens et donc ça me semblait évident, comme on avait démarré par effectivement toutes ces actions, que vous puissiez avoir accès à des informations qu'on avait déjà données. Et je salue le docteur Benjamin Sarfati qui avait fait ce live juste en amont ou pendant la Covid, je ne sais plus, avec moi pour répondre à une jolie trame de questions. Mais évidemment, c'est des choses qui bougent, qui évoluent, même s'il y a un socle commun. On va voir dans quelques minutes comment est-ce que tout ça avance et surtout, on est toujours plus proche de vous et on souhaite répondre aussi maintenant à présent à vos questions sur ces chirurgies. Dans quel cadre est-ce que finalement on indique ces chirurgies dites de réduction de risque et dans quel cadre est-ce que ça rentre effectivement d'une étude sur les anomalies génétiques. Donc sans plus tarder, je vais demander au centre GFL de se connecter donc avec nous à Dijon, puisqu'on part ce soir sur la région dijonnaise, et on aura donc en deuxième partie de soirée un témoignage de notre ambassadrice Patricia qui se portera en tant que voix de l'ensemble des ambassadrices qui sont sur cette région, mais qui pourra aussi vous expliquer un peu plus en détail son parcours et son histoire. Voilà, alors hop, je vais formuler la demande. Évidemment, ce live est interactif, donc n'hésitez pas au fur et à mesure à noter et à nous questionner. Ce sujet, voilà. Alors, on va voir si ça fonctionne. Ah, faut vous mettre dans l'autre sens. Ouais. Ah, voilà. Elles sont vraiment trois, c'est géant. Et ben voilà,
comme ça on vous voit. Super. Mais quel trio. C'est les drôles de dames. On ne voit pas sur les côtés. Si, on a. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, c'est le trio des drôles de dames. On sent tout de suite voilà, cette énergie aussi féminine, ça fait du bien, une belle solidarité. Donc on est super ravis de vous avoir. Je vous remercie parce que vous avez vraiment été à l'initiative de ce live. C'est le docteur Laura Vincent qui m'a contacté via notre email et via le dernier live qu'on avait donc déjà mené ensemble, Manon et Sophie, auquel vous aviez déjà répondu à un grand nombre de questions sur l'intérêt du test génétique. Donc je suis ravie de pouvoir compléter évidemment ce premier volet par la suite parce que effectivement dans le cas de certaines finalement annonces se pose la question, en tout cas les patientes vous posent la question d'avoir accès à ces chirurgies dites de réduction de risque. Et donc l'idée ce soir ensemble, c'est de pouvoir comprendre un peu mieux dans quel cas est-ce que finalement on peut répondre à cette demande, parce que c'est pas forcément quelque chose que l'on recommande, mais vous nous expliquerez bien dans le détail en quoi est-ce que cela constitue. Et puis après, qu'est-ce que ça représente comme geste finalement, et ça c'est avec le docteur Laura Vincent. Mais vous pouvez peut-être vous présenter toutes les trois, chacune à votre tour, rapidement, et puis après prendre la parole sur cette petite introduction et ce préambule. Merci de votre temps. Donc, moi, je suis le docteur Manon Redet. Du coup, je travaille effectivement au Centre Leclerc à Dijon et j'ai une activité à la fois dans le service d'oncologie médicale, donc de cancérologie, et dans le service d'oncogénétique avec le docteur Mambo. Super. Donc, moi, je suis le docteur Laura Vincent. Donc, je suis chirurgienne dans le service de chirurgie du Centre Georges-François Leclerc et je fais essentiellement donc, la cénologie et la reconstruction mammaire. Top. Moi, du coup, je suis le docteur Sophie Nambeau et je suis oncogénéticienne au CHU et au CGFL. Ok, parfait. Écoutez, en ce sens, l'idée c'était de comprendre justement quand il y a restitution des résultats d'un test génétique, alors que celui-ci, puisque finalement il y a deux cas qui peuvent se poser, c'est-à-dire on a retrouvé une mutation délétère et donc on indique effectivement une prédisposition à des cancers du sein et ou de l'ovaire dans ce cadre-là. Et puis il y a aussi le cas d'une absence de mutation qui n'est pas retrouvée avec un score de risque élevé. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail pour que les personnes qui nous écoutent en fait comprennent bien ce dont il est question en fait à ce moment donné? On va prendre Bah oui, si tu veux. Tu commences la première situation avec la mutation, puis on peut répondre après. Ouais. Donc la première situation et la plus simple, on va dire, c'est quand on retrouve une variation génétique à risque pour le cancer du sein. Effectivement, là, il y a une recommandation où ça doit être en tout cas systématiquement proposé à la patiente de faire une mastectomie prophylactique bilatérale, donc de retirer de manière préventive les deux seins à partir de l'âge de 30 ans. Et voilà, c'est à discuter avec la patiente. Ça peut être soit l'option de la chirurgie préventive, soit l'option de la surveillance avec mammographie et IRM chaque année. Les deux alternatives sont possibles, mais c'est vrai que la chirurgie, en cas de variation génétique clairement à risque pour le sein, doit être proposée et discutée. Et l'autre situation, c'est Bon, il n'y a non, pas de variation, mais vas-y, non. La deuxième situation, effectivement, c'est moins fréquent. C'est dans des cas où la personne qui est venue nous consulter n'avait pas de variation génétique qui a été retrouvée et où, par contre, on a identifié, étant donné le jeune âge de survenue des cancers du sein dans la famille et éventuellement un nombre assez important de cancers du sein dans la famille, qu'on avait un score de risque, en fait, donc qui nous est le score CAN-RISC, qui est le score utilisé dans la plupart des cas, qui est suffisamment élevé pour qu'en alternative à la surveillance, on puisse aussi proposer une chirurgie mammaire bilatérale préventive. Voilà. Ok, très clair. Est-ce que, parce que finalement aujourd'hui, on entend quand même beaucoup plus la possibilité d'avoir un calcul de risque presque personnalisé en fonction de l'histoire familiale, est-ce que c'est des choses qui peuvent justement avoir une incidence et une réelle portée sur ce type de décision assez irréversible? Voilà, est-ce que c'est des choses qui avancent et en ce sens, est-ce qu'on pourra peut-être un jour
discuter finalement de ce pourcentage de risque parce qu'on sait que ça peut être aussi variable peut-être voire d'une famille à l'autre. Ouais. Comment est-ce que vous envisagez ces informations-là et ces données aujourd'hui? Alors, je réponds, puis tu me Vas-y, complètes. vas-y. Pour le cas où il y a une mutation qui est identifiée, on n'utilise pas forcément en plus le score de risque pour rajouter un degré de personnalisation, en tout cas à l'heure actuelle. Par contre, évidemment, donc, du coup, on présente les différentes solutions et on est un tout petit peu plus à l'aise, on va dire, sur les risques au cours de la vie, les modalités de surveillance, etc. Pour les cas où on n'a pas de mutation identifiée, on utilise ce fameux score de risque CanRisk, qui est déjà un score qu'on appelle composite, c'est-à-dire qu'il va utiliser des éléments en fait de l'interrogatoire, donc des habitudes de vie comme par exemple est-ce que la patiente fume ou ne fume pas, a pris la pilule ou n'a pas pris la pilule, des éléments cliniques ou radiologiques comme par exemple la densité mammaire qui est utilisée aussi dans le score, des éléments génétiques. Alors ça pour l'instant c'est pas systématiquement implémenté, mais il y a des éléments génétiques qui sont un petit peu à l'échelle infragènes en fait, qui peuvent être utilisés dans le score de risque. Et puis bien sûr, il y a l'arbre généalogique qui fait partie intégrante du score. Et l'ensemble de ces éléments-là, en fait, nous permet de donner un risque à la patiente et aux différents membres de la famille d'ailleurs qu'on peut choisir. Et c'est en fonction de ce résultat-là qu'on peut éventuellement être amené à recommander quand même, ou en tout cas à proposer une alternative de chirurgie. Ok. Et ce qui se discute en ce moment, c'est le score de risque polygénique où on essaye de prendre en compte différentes variations génétiques chez une personne qui sont assez fréquentes en population générale, qui sont différentes des gènes qu'on étudie habituellement comme BRCA1 Tout ou 2. à Et fait. on essaie d'affiner le risque avec cet autre score de risque. Ouais, Et ça, c'est en train d'être étudié, développé et discuté pour être implémenté dans nos pratiques et adapter la surveillance en fonction aussi de ces autres variations génétiques. Ok, c'est super clair et hyper complet. En tout cas, moi, j'ai bien compris. J'espère que vous aussi, de l'autre côté de l'écran, c'est assez clair. N'hésitez pas à nous mettre des petits messages si jamais ça ne l'était pas et qu'on puisse préciser tout ça dans ce live ou éventuellement dans un temps complémentaire. Ce qui est important de dire, c'est qu'au final, cette prise de décision en vue d'une chirurgie prophylactique d'ablation préventive, en fait, n'est pas systématique et n'est pas forcément la solution la plus retenue et la plus courante. Donc, c'est d'où l'intérêt de pouvoir aussi démocratiser le sujet parce que je pense qu'en informant, finalement, les femmes peuvent se sentir à l'aise avec le témoignage aussi, en comprenant qu'évidemment, ce n'est pas une chirurgie anodine, qu'elle peut comporter aussi certaines étapes de complications et on pourra l'aborder ensemble, donc parfois même plusieurs phases, plusieurs étapes, que ça fait aussi partie effectivement finalement de cette prise de décision qu'il faut aussi le tenir en ligne de compte, mais qu'elle peut représenter en fait une réelle solution pour la femme et la femme jeune aussi de pouvoir se projeter dans la vie active et que c'est aussi pour ça qu'on avait envie ce soir finalement de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de comprendre comment est-ce qu'on découpe finalement ces différentes étapes pour mieux l'appréhender et peut-être du coup l'envisager dans les jours, mois, enfin semaines, mois et années qui viennent, puisque finalement c'est jamais un moment fixe. On sait que quand certaines femmes aussi apprennent l'existence de cette mutation, on doit apprendre à vivre avec. Et donc on sait que finalement ça pourra prendre aussi un certain temps dans la réflexion sur le cheminement et la temporalité pour arriver peut-être à aboutir à cette chirurgie dans les années qui suivront. Donc voilà, on va pouvoir du coup commencer avec vous, Laura, mais évidemment, on reste dans le complément d'information aux côtés du coup de Manon et Sophie qui pourront aussi venir compléter des informations ou les questions. On va tout faire pour que le live soit en replay puisque je vois rentrer les questions, mais vous le savez, en fait, c'est la magie, mais aussi les mystères des réseaux sociaux et de l'Instagram. J'espère que ça fonctionnera. On essaye toujours de conserver les replays parce que c'est de la matière précieuse aussi quand vous nous demandez des informations. Mais voilà, c'est toujours mieux d'y assister en vrai quand vous avez des questions, évidemment, avec nous. Donc du coup, Laura, je pense ne pas m'être trompée en indiquant aujourd'hui que c'est pas forcément la majorité des femmes qui optent pour cette option. Qu'est-ce qui pourrait déjà dans un premier temps, en gros, du coup, peut-être un peu effrayer les femmes à prendre ce type de décision et qu'est-ce que vous avez, vous, comme, on va dire, expérience aussi sur les réticences des patientes à pouvoir opter pour cette chirurgie?
Alors, effectivement, il y a des patientes qui ne choisissent pas d'opter pour cette chirurgie, qui préfèrent en fait maintenir une surveillance. Donc ces patientes, elles auront la mammographie, l'échographie et l'IRM. Et en fait, si on les opère, elles n'auront plus l'ensemble des examens et elles auront uniquement l'échographie. Donc pour certaines patientes, en fait, ça peut rassurer en fait d'avoir l'ensemble des examens. Sachant que la chirurgie, c'est quand même un cap à passer pour les patientes. C'est une décision assez lourde parce que quand même, quand on fait ce type de chirurgie, il y a des conséquences. On perd la sensibilité mammaire, on peut avoir des complications dont on parlera plus tard. Et ça peut être une chirurgie pas en une étape, c'est même rarement en une étape, mais en plusieurs étapes et puis qui peut se dérouler même sur plusieurs années avec des reprises chirurgicales, notamment pour les prothèses, des changements de prothèses tous les 10-15 ans. Donc c'est pas une chirurgie en une fois. Nous, on dit aux patientes, quand elles commencent en fait un chemin de reconstruction mammaire, il faut compter un an et demi, voire même 2 ans pour avoir un résultat définitif. Et c'est important de le dire parce que finalement, c'est un choix aussi. On peut aussi décider de ne pas se faire reconstruire. La non-reconstruction fait partie des options. On a des femmes et des ambassadrices absolument incroyables qui ont aussi fait ce choix et qui aujourd'hui le vivent très bien. Il faut comprendre qu'en tout cas, ça comprend quand même une étape qui est l'ablation de la glande mammaire et ensuite, effectivement, voir qu'est-ce qu'on fait de cet excédent de peau, comment est-ce que on fait en sorte que, pareil, le résultat soit esthétique et convienne en fait à la patiente. Et donc, on sait qu'il y a aussi des reprises pour les femmes qui décident parfois cette non-reconstruction et qu'on peut travailler en ce sens et œuvrer sur ces sujets. Je pense, et je viens de voir en fait un joli message qui vient d'être adressé par une des femmes qui nous écoutent et qui confirme qu'effectivement, quand on fait le choix de cette chirurgie, c'est important de se poser, de bien réfléchir, voilà, de ne pas se précipiter, même s'il y a peut-être, en tout cas moi je l'ai ressenti comme tel dans mon parcours, un caractère d'urgence à le faire très jeune parce que comme j'ai pris cette décision, j'avais 24 ans. J'ai quand même vu effectivement un staff, des psychologues pendant 6 mois pour être sûre que je ne reviendrai pas sur cette décision qui a ce caractère irréversible. Et donc, effectivement, l'aide psychologique et physique dans la reconstruction du choix aussi d'un super chirurgien. Et c'est aussi le gain de temps qu'on vous fait avec Génétique Cancer, c'est qu'on a ces expériences, on a ces retours et qu'on a ces connexions un peu partout en France sur le territoire national qui nous permettent de vous mettre en relation avec, que ce soit dans le public ou dans le privé, puisque j'insiste aussi avec ces éléments importants, avec les bonnes personnes qui ne se font pas la main pour la première fois sur ce geste, qui est aussi un geste important, puisqu'il y a aussi cette prise en charge de bien noter l'intégralité de la glande mammaire, et vous nous l'expliquerez, et ensuite dans un second temps de bien reconstruire en fonction de la morphologie du buste et des différentes techniques qui s'offrent à vous et que les chirurgiens ne maîtrisent pas tous aujourd'hui. Donc c'est important aussi de consulter et peut-être aussi de prendre plusieurs avis. Donc merci beaucoup d'avoir fait ce commentaire qui est très précieux avant de démarrer et de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc on vient de le dire, une chirurgie dite de réduction de risque des seins en fait consiste notamment en préventif versus en curatif à ôter une partie de voire toute la glande mammaire, ce qui est assez complexe. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le détail en fait ce que ça représente comme enjeu en fait pour le chirurgien qui s'apprête à faire ce geste? Donc, alors il y a beaucoup de questions qui se sont posées. C'était donc de retirer la glande en conservant la peau. Donc ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Et il y a eu beaucoup de discussions aussi sur la conservation de la plaque aromamelonnaire. Donc maintenant, on sait, on peut tout à fait conserver la plaque. Il n'y a pas plus de risque de récidive pour les patientes. Mais effectivement, on sait que quand on retire toute la glande mammaire, le risque ne sera pas non plus de zéro. On a toujours un faible risque, on diminue de 95%, si je ne me trompe pas, mais il reste quand même 5% de risque de développer un cancer sur la peau restante. Parce que on imagine bien que quand on enlève le sein, on garde la peau. Sous la peau, il peut toujours rester une petite cellule qui, un jour ou l'autre, peut se transformer. C'est pour ça que les patientes, il faut vraiment qu'elles aient une surveillance clinique tous les ans avec un gynécologue ou une sage-femme et qu'elles aient des échographies, c'est quand même mieux, même si ce n'est pas recommandé de faire l'échographie. Échographie ou parfois on entend aussi IRM mammaire quand il est question des prothèses, voilà, quand on a des doutes ou des choses qui permettent en fait
demander en fait à faire ces contrôles d'imagerie parce que comme vous le dites à juste titre, en fait, 100% de la glande à ôter, c'est quasiment impossible. Et donc du coup, sur ces terrains de jeu qui restent à contrôler, déjà l'autopalpation est nécessaire parce que comme c'est voilà parfois infime, on peut le sentir. Et puis ensuite, effectivement, par le contrôle de l'imagerie ou de l'échographie, sera indiqué ensuite derrière en complément une IRM mammaire si nécessaire ou si un doute. C'est bien ça? Alors, l'IRM mammaire, ça, c'est pas forcément s'il y a un doute sur une récidive enfin, ou un cancer. C'est plutôt s'il y a un doute sur la prothèse ou sur Une suture? c'est plutôt sur les ruptures de prothèse qu'on fait l'IRM mammaire. Ok, Vraiment, pour la surveillance des patientes, on fera plutôt les échographies, pas forcément des mammographies, vraiment les échographies, l'examen clinique par un professionnel et puis l'autopalpation, bah, idéalement une fois par mois, juste après les règles pour les patientes qui ont des cycles. d'accord. Ok, super. Et donc finalement, par rapport au curatif, qu'est-ce qui change sur ces chirurgies préventives? Eh bien, sur ces chirurgies préventives, ce qui change, c'est qu'il n'y a pas de maladie. Donc pour nous, il y a un enjeu qui est quand même plus important, on va dire, de résultats ben, à la fois esthétiques et puis de complications. On a quand même moins envie d'avoir des complications sur des patients qui font une chirurgie prophylactique. Enfin, mais on n'a pas envie de façon générale, hein, mais voilà. Donc vraiment, c'est une chirurgie qui est quand même plus complexe. Donc comme vous le disiez, hein, qui doit être fait par des chirurgiens entraînés. Donc, c'est pas une chirurgie qu'on découvre comme ça sur le moment. Il faut Ok, vraiment avoir l'expérience. Alors, il y a plusieurs formations. Il y a des DU hein, qui sont faits pour que les personnes se forment avec des techniques qui sont décrites hein, pour préserver au maximum l'étui cutané, donc la peau, pour que les patientes aient le moins de complications possible. ok. Et par rapport effectivement au curatif, où des fois on a même des traitements derrière comme de la radiothérapie ou autres qui peuvent altérer le résultat esthétique, l'avantage d'agir aussi sur des tissus sains, c'est qu'on sait que normalement, voilà, si finalement si les choses suivent leur cours logiquement, on a des résultats qui sont beaucoup plus probants et qui aujourd'hui permettent quand même de conforter la patiente dans son choix. Pour ne pas être autant mutilée que s'il y avait eu des traitements en fait en cours et du coup bah obligé aussi en retirant effectivement la tumeur d'aller beaucoup plus de façon beaucoup plus abrasive et beaucoup Exactement. plus Si on importante. fait ces chirurgies-là, c'est vraiment voilà, pour que la patiente, elle garde, on va dire, un confort de vie, en fait, dans sa vie quotidienne, avec un sein qui est quand même restitué, même si c'est pas le sein qu'on a ôté. Alors que pour une patiente qui a une prise en charge pour un cancer, on ne sera pas dans cet objectif-là. On sera vraiment dans l'objectif de guérir sa maladie et de la traiter au mieux. En fait, le point de vue esthétique, reconstruction, vient en secondaire, Ok. clairement. Même si on le propose de façon immédiate, en même temps qu'on enlève le sein, c'est vraiment quelque chose qui est plus secondaire. L'objectif, c'est vraiment de la soigner avant tout. Et donc, ce qui est possible de faire aussi, c'est en contrelatéral, du coup, un sein, donc encore sain, qui n'aurait pas été touché par la maladie, et de l'ôter préventivement si on apprenait au cours de la maladie de la patiente qu'elle était porteuse de cette anomalie génétique, du coup, de pouvoir effectivement lui faire bénéficier sur le sein qui n'est pas tombé malade de ces techniques, en fait, et de pouvoir aussi, dans le travail, j'imagine, de reconstruction, redonner ensuite à la fin et à l'issue des traitements une symétrie pour que le résultat soit le plus esthétique possible. Oui, ça on le fait couramment. Hein. Donc des patientes qui sont prises en charge pour des cancers, qui commencent, alors plus souvent, hein, qui commencent souvent par des chimiothérapies premières, qui ont une enquête génétique. Si on retrouve une mutation, on peut leur proposer dans le même temps la chirurgie préventive pour l'autre côté. Alors après, il y a quand même plusieurs choses qui interviennent dans le choix. Il y a aussi le type de cancer de la patiente, son risque de récidive et d'évolution à court terme. Ça intervient aussi dans le choix de retirer ou pas l'autre sein. D'accord, Et après, bien sûr, sa décision aussi à elle. Hein. bien sûr. On peut préciser du coup que nous, en termes de parcours en oncogénétique, on a quand même adapté un petit peu les choses. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs situations. Il y a la situation où il y a une patiente qui est vue en consultation de chirurgie pour la première fois, avec par exemple des antécédents familiaux assez importants qui n'avaient pas jusque-là été relevés, une patiente qui est potentiellement assez jeune, ou même une mutation qui a été identifiée dans la famille. Et là, du coup, on a des circuits d'urgence qui nous permettent en fait de la recevoir rapidement,
sous 5 jours, on va Ok. dire, de lancer des analyses aussi très rapidement et de pouvoir adapter la chirurgie, en fait, la date de chirurgie et le contenu, on va dire, de la chirurgie au résultat de cette enquête génétique. Ça, c'est pas le plus fréquent, mais ça nous arrive quand même assez régulièrement. Et effectivement, après, il y a les cas où on a un tout petit peu plus de temps. On peut commencer éventuellement par un traitement médical premier et on sait qu'on aura le temps d'avoir le résultat de l'analyse oncogénétique. Et pour Pour autant, l'adapter. là, il risque d'influencer de façon assez importante la chirurgie. Ouais. D'accord, Du très coup, clair. sur notre circuit court en urgence, donc pour les patients qui ont une indication de chirurgie première et chez lesquels on suspecte une mutation, on essaie d'avoir un délai, on va dire, de 4 semaines maximum pour rendre les résultats, Ok, pour pouvoir les opérer sous 5 semaines à peu près. ok, Voilà, pour pas prendre non plus de retard dans les traitements. bien sûr. Mais pour les patients pour un cancer du sein qui sont opérés, vous préférez attendre, je crois, non? Pour faire l'autre sein? Ça dépend des patientes Ça dépend et des du type patients. de cancer. Ah, là aussi, Ouais. d'accord. C'est vraiment du cas par cas de toute C'est façon. vraiment du cas Et par c'est finalement aussi ce qui va probablement répondre aux différentes techniques en fait et aux différents recours que vous avez d'un point de vue de la reconstruction, fonction de l'histoire de la patiente, de sa morphologie et d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, du coup, Laura, nous les lister rapidement? Quelles possibilités s'offrent à la patiente qui souhaite se faire du coup reconstruire? Est-ce qu'il y a eu des progrès finalement sur les résultats depuis une dizaine d'années? Enfin, moi, alors, pour y répondre en partie juste parce que je le vois et que même quand on fait des ateliers récemment, on se montre les résultats et je peux vous dire que honnêtement, quand je vois mes ambassadrices toutes jeunes qui me montrent leurs résultats, je suis assez stupéfaite et surprise de voir que c'est quand même vraiment superbe par rapport à ce qu'on faisait effectivement il y a 10 ans et moi il y a même plus longtemps que ça, il y a plus de 15 ans. Donc c'est quand même c'est quand même un point et un bonus je pense conséquent pour les femmes qui aussi s'interrogent sur le fait d'être très abîmées après cette chirurgie. Aujourd'hui, on arrive à des choses quand même très satisfaisantes en termes de reconstruction. Donc effectivement, il y a des gros progrès qui ont été faits, notamment, on va dire, en post-Covid vers 2021, donc surtout pour les prothèses. Pour les patients qui choisissent l'option de reconstruction par prothèse, alors, idéalement, il vaut mieux ne pas fumer, hein, Ok, avoir une poitrine, on va dire, de volume inférieur ou égal au bonnet C ok, pour les prothèses, parce qu'on met quand même un corps étranger, donc plus on met un gros volume, plus on s'expose à des complications. tout à fait. Pour les prothèses, donc ce qui a changé, c'est qu'avant, on les plaçait derrière le muscle du thorax, qu'on appelle le muscle pectoral, et que D'accord. maintenant, on les place sous la peau, donc devant le muscle, Ok, ce qui donne un résultat esthétique qui est quand même plus naturel. Alors, il faut avoir une peau de qualité suffisante, assez épaisse pour qu'il y ait moins de complications, mais c'est le résultat esthétique qui est bien plus joli. Et c'est moins douloureux pour les patients, puisqu'en fait, il n'y a pas de loge oui, à tout ouvrir. à fait, c'est tout à fait ça. Et il y a moins de coques périprothétiques. Donc la coque, je dis toujours, c'est comme une coque de noix qui se forme autour de la prothèse et qui durcit et qui la remonte et la place en externe. En fait, c'est le corps qui exclut la prothèse. Il y en a beaucoup moins, en fait, si on met les prothèses dans la loge prépectorale. Donc c'est vrai que pour les patientes, on essaie de privilégier cette loge-là. Donc ça, c'est pour les prothèses. Après, pour les chirurgies, donc il y a on fait plus de lambeaux du muscle grand Oui, dorsal. Donc c'est un lambeau qu'on prélève dans le dos, on prélève la peau et la graisse. Et alors, donc il y a des nouvelles techniques où on prélève qu'une petite partie du muscle. Donc nous, c'est celle-ci qu'on privilégie au centre Georges-François Leclerc. ok, On prélève en fait que la bandelette antérieure du muscle. Comme ça ok, permet de préserver tout le muscle du dos. ok, On transfère, on ne coupe pas de vaisseau, on transfère tout ça, donc la palette plus le petit morceau de muscle au niveau devant, du sein. Et si le volume n'est pas suffisant, on complète avec des injections de graisse. ok, Les injections de graisse, on prélève la graisse à différents endroits, idéalement le ventre et les cuisses, et on réinjecte dans le lambeau. Ça, c'est une technique qu'on peut faire de façon bilatérale, donc pour les deux côtés, c'est tout à fait possible. Après, si on choisit de faire les deux côtés en même temps, ça peut être long. Donc, parfois, on fait un côté et puis l'autre. Quand je dis ça peut être long, c'est que c'est une journée d'intervention, enfin, 6 heures oui, d'intervention à peu près. quand même. Voilà. Ok, parfait. Et Et puis, il y a la technique du Dieppe aussi, voilà. si je ne me trompe pas. Exactement. Donc après, il y a tout ce qui est lambeau libre. Donc il y a le lambeau libre, c'est-à-dire qu'on prélève la peau, la graisse. Donc dans le Dieppe, on ne prélève pas de muscle, on prélève des vaisseaux et qu'on vient greffer au niveau mammaire.
On peut faire les deux côtés en même temps si on a deux vaisseaux au niveau abdominal qui sont de calibre suffisant. L'avantage de cette technique, c'est qu'on peut reconstruire des volumes plus importants. D'accord. Par contre, c'est une technique quand même qui est plus invasive, plus longue en termes d'hospitalisation avec des durées de chirurgie plus longues. Il y a d'autres lambeaux qui se développent, notamment les lambeaux des cuisses, de la face interne des cuisses, qui sont exactement la même technique, où on prélève la graisse, la peau, alors on peut prélever aussi une partie du muscle, les vaisseaux, et on vient greffer au niveau mammaire. Cette technique, c'est plutôt pour des patientes qui ont des volumes mammaires de plus faibles et pas de réserve graisseuse au niveau abdominal. Et alors là, on voit un petit peu se développer la chirurgie par robot. Alors c'est vrai que c'est assez séduisant pour la cicatrice qui en fait est au Oui, niveau c'est ça. axillaire. Bon, après, ça augmente quand même le temps opératoire, cette technique-là. Et c'est vrai que pour les patientes qui ont une petite cicatrice sous mammaire ou même sur le côté, bon, là, je suis pas sûre qu'il y ait un gain vraiment d'avoir la cicatrice axillaire. Sachant que voilà, c'est une technique qui du coup demande à avoir un robot donc, dans les équipes chirurgicales et Tout à qui fait. augmente, voire double la durée d'intervention. Ok. C'est assez clair et je trouve que c'est très complet. Pareil, ça donne peut-être à réfléchir parce que finalement, quand on se pose la question d'une cicatrice, qu'on est une femme, enfin, je me mets vraiment aussi finalement dans ce type de profil également. On peut avoir des envies et se dire, voilà, moi, c'est exclu, parce qu'on a déjà vu aussi effectivement des cicatrices qui traversaient en croix comme ça, des choses assez grossières, qui finalement, en dehors du résultat, pouvaient vraiment endommager, entre guillemets, voilà, le buste de la patiente. C'est des choses qui se discutent évidemment au cas par cas en fonction de la faisabilité, parce que effectivement, on peut avoir la cicatrice sur le côté, en dessous, autour du mamelon. Il y a vraiment plusieurs options possibles. Vous faites jamais, enfin, entre guillemets, deux fois la même chose, c'est-à-dire qu'en fonction de l'histoire et de ce qui se passe, vous vous adaptez complètement à la Alors, personne. nous, on définit toujours hein, avec les patientes avant le positionnement des cicatrices. Hein. Alors, ça dépend bien sûr de leur désir aussi, de ce qu'elles veulent et de nous aussi, de la faisabilité du geste en Bien fonction sûr. du choix de la reconstruction, d'une part, et du volume mammaire. Ok. Parce que parfois, la cicatrice sous mammaire, sur des gros volumes mammaires, on a un plus grand risque en fait que la peau entre le mamelon et la cicatrice meure. Donc parfois, on préfère faire des cicatrices sur le côté, qui au final gênent peu les patients dans leur, enfin, par expérience, hein, le gênent peu dans leur vie quotidienne. Voilà. Ok. Après, ça dépend vraiment voilà, du volume mammaire, du choix du type de reconstruction qu'on choisit et de la patiente. Hein. Après, on peut tout à fait entendre qu'une patiente veut absolument pas avoir sa cicatrice. Ça, on l'entend aussi. Hein. On ne réalise plus ces techniques par expandeur pour les gros bonnets, justement, puisqu'on parle de volume. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites Alors, encore ou pas? Comment ça se passe? on le fait de moins en moins parce qu'il y a eu quand même toute cette polémique avec les prothèses texturées. Oui, Et les expandeurs sont des prothèses macro-texturées. ok. Donc c'est vrai qu'on le fait de moins en moins. En tout cas, on ne le fait pas en chirurgie prophylactique hein, de prévention du risque. On peut le faire par contre pour des patients qui ont une mastectomie, de la radiothérapie, la peau très abîmée. Et dans ce contexte-là, on pourrait le discuter. Et donc, du coup, c'est effectivement donc placer d'abord donc ces prothèses qui sont temporaires pour venir les gonfler au fur et à mesure. Donc, ce qui demande aussi une venue régulière tous les 15 jours, 3 C'est semaines, je crois, de tous les mémoire. 15 jours, 3 semaines qu'elles viennent, les patientes. Et au fur et à mesure, on gonfle pour obtenir le volume suffisant. Alors, et c'est pareil, ça dépend aussi de la laxité de la peau des patientes. Ok. Donc, c'est vrai que c'est une technique qu'on utilise de moins en moins. En revanche, pour la projection, parce que moi, c'est aussi quelque chose que j'ai relativement entendu, et notamment quand finalement la reconstruction se fait sous le muscle pectoral, on sait que pour les fortes poitrines, étant donné qu'il y a une vraie incidence sur le volume et sur la taille de la prothèse, quand on est face à ces choix-là, c'est aussi quelque chose qui peut du coup être discuté pour essayer de récupérer en fait le volume et le bonnet. Ça, c'est sûr. Mais on sait que si on met un fort volume mammaire et une prothèse rétro-pectorale, on aura beaucoup de mal à récupérer le volume. Ok, Parce que la prothèse, elle est quand même coincée c'est derrière ça.
ce muscle. Oui, et donc du coup, il y a après l'excédent de peau et tout ce que, C'est ça, et tout ce après, qu'on peut vivre, que je, qui que je nécessite connais bien. finalement des reprises pour gérer cet excédent. C'est Ouais. ça, c'est ça. C'est clair. Et bien justement, ça nous fait nous poser la question, même si c'est un peu dans le désordre, mais je trouve que la question des prothèses, combien de temps est-ce qu'on les garde? Justement, on parlait de les changer. Moi, ça fait 15 ans que je les ai. Tout va bien, mes contrôles aussi, enfin peut-être même un peu plus. Est-ce qu'on peut les garder aujourd'hui à vie, ces prothèses, ou on sera obligé et tenu à un moment donné de les changer? Et si on choisit effectivement et qu'on est tenté pour prendre un peu plus que son bonnet, est-ce qu'on risque tout de même d'avoir davantage de complications par rapport à ça? Alors, Et dans la situation inverse, si on ne supporte plus et qu'on souhaite avoir une diminution, est-ce que c'est possible? Et du coup, est-ce que c'est plus facile aussi de le faire dans ce sens? donc effectivement, les prothèses, il est quand même recommandé de les changer tous les 10-15 ans. Ok, Après, c'est quand même des discussions au cas par cas avec les patientes, avec les surveillances, et ça, il y a des chirurgiens qui les surveillent, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même classiquement. Nous, on prend plutôt parti de les changer au maximum au bout de 15 ans. ok, Après, pour les volumes, pour les patientes qui souhaitent un bonnet plus important, c'est possible. Mais voilà, il y a quand même des conditions, hein. Comme je disais, il ne faut pas fumer, avoir une peau de belle qualité, hein, assez épaisse. Si on voit que la peau est un peu fragile, on ne mettra pas de volume plus important parce qu'en fait, ça va davantage tirer la peau, davantage solliciter les vaisseaux qui auront déjà du mal à vasculariser cette peau et on n'optera pas pour cette chirurgie. Et inversement, on peut prendre un bonnet plus petit, ça c'est moins problématique finalement parce qu'il y a une certaine plasticité de la peau, alors surtout chez les femmes jeunes, hein, qui se réadapte au nouveau volume. ok. Donc finalement, dans l'affaissement aussi et dans le temps, parce que finalement, c'est aussi un résultat qu'on doit avoir évolué. Parfois, il faut se dire que cette sagesse enfin, voilà, peut aussi prévaloir sur le résultat dans quelques années. Et du coup, parce que d'expérience aussi, pour avoir vu les résultats, du coup, les seins reconstruits aussi par prothèse sont toujours un peu plus volumineux qu'un sein avec un tombé naturel. Donc, toujours aussi prendre conscience que, effectivement, c'est déjà dans une reconstruction avec la prothèse un résultat un peu plus C'est toujours plus marqué, notamment au niveau marqué. du col. Toujours plus marqué. Parce que les Ok. prothèses, alors nous on aime des. Je sais pas si on voit bien. Ah, super. Oui, parce que j'allais dire maintenant, est-ce qu'on fait toujours ces prothèses infernales qui Alors, tournent et qui sont des prothèses en forme de poire? Non, celle-ci, elle est toute ronde. ça, voilà, donc actuellement on pose plus ce genre de Oui, prothèses qui sont des prothèses rondes, donc qui sont pas en forme de poire, qui sont vraiment rondes. Et ces prothèses-là, du coup, elles sont plus marquées au niveau du soutien-gorge. Et c'est celles-ci dont on parlait qui sont en forme de oui, poire, c'est ça. on voit bien. Donc celles-ci, elles ont un risque de rotation, C'est effectivement. ça. Oui, mais ça m'est arrivé. J'ai tout essayé, moi, j'ai tout fait. J'ai pas été très sage sur la pause post-op, donc je vais pouvoir aussi en parler, mais effectivement, Donc, ah, effectivement, celles-ci, on les pose, enfin, nous, on les posait moins. Là, on va essayer d'en reposer un petit peu en espérant que en fait, il y a la micro-texturation. Vous voyez cet aspect, ça hein. accroche. Oui, Voilà, mais léger, évite de tourner. Mais c'est vrai que notre choix premier actuellement, c'est ces prothèses. Donc, celle-là, elle est un peu plate, anatomique, hein. je crois que c'est comme ça qu'on Ouais, dit. alors, celle-là, non, c'est une lisse Non, et c'est ronde. Et c'est vrai que c'est ok. celle-ci qu'on choisit plus fréquemment. Donc, vous imaginez bien, sur le sein, quand on la pose, en fait, ça fait un Oui, bombé ici, oui, dans le tout à décolleté. fait, Ouais. tout à fait. Et ce que j'ai pas avec la forme précédente, je crois qu'il y a des possibilités de faire des points, non? Pour pouvoir bloquer parfois la prothèse. On essaie de faire des points. Il y a aussi certains chirurgiens qui utilisent des matrices pour envelopper la Peut-être. prothèse et la fixer. C'est quand même des dispositifs qui coûtent très cher et dont en fait l'utilité n'a pas vraiment été démontrée pour l'instant. D'accord. Ok.
faire taper un peu sur les doigts par les Non, mais vous pauvres. êtes quand même, Pour vous êtes l'instant, quand même, vous êtes quand même très calé parce que effectivement, de façon beaucoup plus récente, ça existe et ça a donné aussi effectivement des résultats assez bluffants. C'est-à-dire qu'on voit même plus les avant-après tellement c'est à l'identique. Mais peut-être qu'effectivement après dans le dur, c'est plus compliqué de prouver. Aussi la charge financière supplémentaire, on va pas se mentir, parce que c'est ça aussi, hein, c'est du matériel en fait, voilà, qui nécessite aussi un certain coût. Donc, ce qui peut aussi faire varier les décisions privées et publiques quand on est face à ce type de prise en charge. Et du coup, par rapport à ce choix-là, est-ce que finalement, il y a une technique qui est davantage préconisée pour les femmes jeunes, d'une technique davantage préconisée pour les femmes un peu plus âgées, ou au final, ça franchement, s'adapte je dirais pas vraiment, à part comme la technique du Dieppe. Donc, où on prend le lambeau du ventre, qui est une technique assez lourde. Donc, je dirais que, bon, voilà, plus on est âgé, passé 70 ans, c'est pas vraiment la technique qu'on va préconiser. Et Après, du coup, il y dans a la technique du Dieppe, je crois que c'est aussi en fonction, et vous nous en avez parlé tout à l'heure, des injections de graisse, c'est aussi indiqué en fonction des morphologies, du métabolisme de la patiente et de ce qu'il est possible de faire à partir de l'existant, en fait, finalement. exactement. En fait, le choix de la technique, il va vraiment se faire en fonction de la morphologie de la patiente. C'est-à-dire Ok, que même si une patiente se dit, bon, bah, moi, je vais choisir, je dis n'importe quoi, hein, la technique du lambeau du dos, si quand on l'examine, on voit qu'elle n'a pas de de- petits panicules ici dans le dos, ben, on pourra faire la technique, mais le résultat n'y sera pas. Donc, il faut vraiment discuter avec elle pour essayer de l'orienter vers d'autres techniques qui sont plus adaptées à sa morphologie. En fait, ok, voilà, des discussions au cas par cas, hein, c'est très personnalisé en fait. d'accord. Et quand vous réalisez ces chirurgies, donc parce qu'on va rentrer après dans le vif du sujet, vous placez donc ces drains qui sont tant redoutés par les femmes. Pourquoi deux? Pourquoi quatre? Pourquoi plus? Et combien de temps en fait ça dure? Voilà, à quel moment est-ce qu'on peut repartir avec ces drains à la maison? Est-ce que les soins peuvent avoir lieu? Enfin, c'est des questions qui nous sont posées aussi de façon assez régulière. Ce serait peut-être bien de l'aborder ensemble. Alors, donc les drains, si on fait la technique par prothèse, il faut compter un drain par sein. Donc c'est des redons, c'est des tuyaux en plastique hein, qui sortent en fait sous le sein, qui vont dans le sein et qui sont un peu nos sentinelles pour voir s'il y a un saignement qui se réactive et qui permettent aussi, surtout, de drainer la lymphe. La lymphe, donc c'est un écoulement un séreux qui s'accumule dans le sein et ça permet de drainer cette lymphe qui, après la chirurgie, a une production un peu plus accrue. Tout à fait. Ces drains, on les garde maximum 14 jours. Nous, ça pose pas de problème. Les patientes peuvent sortir si elles le souhaitent. On fait des chirurgies ambulatoires ou même de sortie le lendemain. Hein, elles peuvent sortir avec leur drain. En tout cas, à Dijon, c'est une possibilité. Les infirmières à domicile surveillent et quantifient les drains tous les jours et le retirent au bout du 14e jour. Ce qu'on a mis en place, nous, au CGFL, c'est un système avec des infirmières de reconstruction qui D'accord. suivent nos patientes et on essaie de les faire voir systématiquement au 14e jour quand même pour Ok. vérifier que tout va bien. Donc ça, c'est pour les prothèses. Pour les reconstructions par le dos, on placera soit un ou deux drains et ça va dépendre du chirurgien. Ok. Nous, avec la technique où on épargne le muscle, on n'en met qu'un seul. D'accord. Voilà. Et pour le lambeau du ventre, il faut compter deux drains au niveau de l'abdomen et un par sein reconstruit. Ok. Voilà, ça c'est. Alors c'est vrai que c'est peut être douloureux pour les patientes, notamment au niveau du point de sortie du drain, surtout chez Oui. les femmes jeunes. C'est C'est un mauvais moment à passer, il faut serrer les dents. Ça n'est que temporaire. Et puis surtout, voilà, quand on s'en débarrasse, on est quand même bien content de retrouver son autonomie et c'est quand même quelque chose qui, voilà, qui nous permet de récupérer notre liberté à ce moment-là. Pour l'avoir vécu aussi, l'excès de lymphodème du coup à la suite, parce que le système immunitaire, je l'avais pas fait forcément la première fois, je l'ai fait la deuxième. C'est pas valable en fait d'un coup sur deux, donc il faut effectivement rester
assez attentif à tout ça. Et puis évidemment, après, dans les jours qui suivent, toujours guetter le résultat. Je pense que c'est aussi important de le dire. C'est-à-dire que le résultat que l'on découvre à l'hôpital et même qui se fait dans les jours qui suivent, c'est pas le résultat qu'on aura dans 6 mois ou dans un an. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, au moindre doute, pas hésiter à consulter. Voilà, on a toujours le sentiment d'agacer en posant des questions, mais c'est vrai que ça bouge tellement d'une journée à l'autre, ne serait-ce que pour celles qui ont aussi gardé les mamelons pour éviter la nécrose, enfin voilà, pour continuer de surveiller tout ça. Et effectivement, en vue des complications, est-ce qu'on peut aborder ce point des complications? Parce que je crois que ça représente quand même à peu près 30% des chirurgies qui peuvent se compliquer. On n'est pas loin de ces stats-là. Donc, c'est quoi une complication? Et vous avez commencé à en parler avec l'histoire de la coque, mais qui finalement est peut-être pas la pire des complications. Donc, voilà. Alors du coup, dans les études, alors ça dépend des études, mais on signale entre 5 et 50% de complications sur Ok. cette chirurgie-là. En moyenne, en pratique, on est plutôt à 20% finalement dans les centres, on va dire, experts. Alors, la principale complication qu'on peut avoir, c'est l'hématome. Donc, c'est un saignement qui se réactive. En général, c'est la première nuit après l'intervention. Et on peut être amené à réintervenir pour arrêter le saignement. D'accord. Donc ça, c'est notre complication la plus fréquente. Dans les autres complications qu'on peut avoir, il y a la lymphocèle, donc l'accumulation de lymphe au niveau du sein quand on retire le redon. Ça, il faut être très vigilant. Donc, c'est pour les patientes, on voit le volume mammaire en fait qui réaugmente, ça gonfle. Ça peut être douloureux. Et alors surtout, ça peut s'infecter parce que du coup, c'est un liquide qui stagne dans le corps. Donc, ça peut s'infecter. Donc, il ne faut pas hésiter à le consulter tout de suite. Et c'est vrai que nous, on fait des ponctions sous échographie. Et s'il y a besoin, on met en place une antibiothérapie. Donc, ça, c'est dans les complications. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est des nécroses. Les nécroses, c'est la peau qui meurt ou le mamelon qui meurt. C'est plus fréquent chez les patients qui fument. C'est pour ça que je me bats contre le tabac. L'arrêt du tabac est nécessaire. Fumer au moins un mois avant l'intervention et idéalement ne pas reprendre au moins un mois et demi après, même plus si c'est possible. Et parce que ces nécroses, en fait, c'est dû à une mauvaise vascularisation de la peau. Et malheureusement, on ne peut rien faire. En fait, la peau devient noire, meurt et ça s'ouvre. Et malheureusement, on peut perdre la reconstruction quand on a ce problème-là. Donc ça peut arriver. Alors ça arrive aussi chez les patients qui ont du diabète ou des maladies aussi auto-immunes avec des traitements immunosuppresseurs. Moi, c'est des patients chez lesquels on fait une surveillance très surveillance accrue. Voilà. Le rejet de prothèse, c'est possible. C'est pas vraiment un rejet de prothèse. Souvent, c'est la cicatrice qui s'ouvre. D'accord. On appelle, nous, alors notre terme, c'est la nécrose marginale. C'est la cicatrice qui s'ouvre. Ça, c'est pareil, on s'en rend compte assez vite, en général, entre 14 et 21 jours. Alors, on a tendance à réopérer rapidement les patientes pour justement enlever la partie de la cicatrice qui est en train de nourrir et conserver la reconstruction. Okay. Et puis, dans les dernières complications qu'on peut avoir, donc c'est surtout avec les prothèses, c'est tout ce qui est infection. Alors, malheureusement, quand on a une infection de prothèse, on est obligé de retirer la prothèse. On ne peut pas forcément remettre une. Ça dépend des équipes. Alors, on a mis en place comme des protocoles où on ponctionne, on met une antibiothérapie. Mais voilà, parfois, on perd la reconstruction. Et ça, malheureusement, on ne sait pas sur quelle patiente ça peut tomber. Voilà. Alors, on prend plein de précautions au bloc. On change plusieurs fois de gants. On limite le nombre de personnes en salle. Alors, ça dépend des chirurgiens, mais on peut avoir des introducteurs de prothèses. On peut faire des bains de bétadine pour les prothèses. Donc, il y a tout plein de protocoles. Mais malheureusement, ça peut arriver avec les prothèses. Ce qui était important aussi ce soir, c'est de rassurer celles à qui ça arrive. Et moi, ça m'est arrivé et j'avais le sentiment que voilà, j'étais comme d'habitude la guigne, toujours voilà. Mais bon, avec ces stats où finalement même on se dit 20-30% en moyenne, ça veut dire que voilà, ça fait partie aussi des aléas. C'est terrible quand ça arrive, parfois plusieurs reprises. Je crois que certaines de mes ambassadrices ont été jusqu'à 10 fois. Il faut garder du courage et de l'espoir. À aucun moment elles ne regrettent leur geste, mais c'est vrai que alors qu'on passe du statut de on est en pleine santé à un statut réel de patiente, où là on se retrouve avec des grosses galères, ça peut parfois être très fastidieux et aussi
très éprouvant de pouvoir aller au bout, de mener au bout ce projet. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important d'être bien encadré, d'être bien entouré, de pas hésiter aussi dans le laps de temps où on retourne à la maison si on sent même que le résultat nous déplaît, qu'il y a des choses qui bougent, d'être à nouveau accompagné psychologiquement. Je pense que voilà, c'est pas une petite opération des dents de sagesse. Donc ça fait vraiment partie aussi des protocoles. Il faut pas hésiter à tendre la main et à venir évidemment nous en parler à l'association. On est aussi là pour ça parce que c'est des parcours de femmes qui sont passées par ces moments-là et qui nous rassurent en nous disant ça ne reste que temporaire et on a des super histoires après qui sont avec des happy end. Et donc voilà, ça encourage en montrant que ça ne reste qu'un moment en fait du passage et qu'après on finit par être très heureuse et satisfaite finalement du résultat que l'on a parce que je reste persuadée que celles qui viennent vous voir, la préoccupation majeure, en tout cas ce qui n'était pas non plus la mienne, n'était pas forcément le résultat esthétique après. Donc on s'adapte, j'ai envie de dire, et on est même bien souvent agréablement surpris du résultat que l'on a. Donc c'est aussi le message qu'il faut délivrer en phase d'espoir pour toutes celles qui s'interrogent aujourd'hui et qui auraient envie voilà, d'avoir de véritables témoignages. On ne masque pas la réalité, mais on montre quand même que c'est possible. Malgré tout ça, moi, j'ai eu vraiment la tonne de complications aujourd'hui. Je suis super heureuse et j'aime ma poitrine, quoi. Et il y a encore quelques années, j'avais du mal à le dire et je trouve que c'est aussi important de se laisser du temps pour avancer et pour digérer aussi cette décision qui prend du temps, voilà, et qui mérite du temps. Combien du coup de temps d'arrêt et combien de jours sans transition? Ça dépend des techniques du coup, mais en général, il faut quand même compter 1 mois et demi d'arrêt à chaque intervention. Et notamment pour les lipomodelages, parce que c'est ce qu'on fait couramment, c'est ce qui se développe beaucoup, le lipomodelage, donc pour corriger les petits défauts, voilà. Il faut compter quand même par lipomodelage 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois d'arrêt aussi. Donc pour les patientes, ça a un impact parce que souvent, c'est quand même des femmes assez jeunes qui travaillent, qui peuvent avoir des enfants en bas âge, donc il faut que toute leur vie soit un peu organisée. Donc c'est pas rien ça dans le choix de faire ces chirurgies, parce qu'il faut savoir que voilà, c'est un long parcours avec plusieurs interventions, des arrêts à répétition. Donc voilà, ça peut parfois ne pas être compatible avec un projet de vie ou professionnel, voilà. Et je tiens à dire que respecter quand même les recommandations à la lettre, d'être assez calme, de se reposer, de pas tellement solliciter les bras, c'est aussi ce qui permet de ne pas compromettre le résultat esthétique de cette reconstruction. Donc c'est important, même si on a envie, qu'on se sent bien, de pas trop tirer sur la corde parce que ça peut avoir aussi un impact sur le fait que le corps puisse récupérer, intégrer aussi le geste. Donc c'est quand même important d'essayer, même pour celles qui sont très sportives, parce que la reprise du sport ne se fait pas dans l'immédiat, d'essayer vraiment d'être hyper vigilante par rapport à tout ça et de respecter les consignes aussi du soutien-gorge de contention, donc qui est posé, alors peut-être directement en fonction des techniques des suites opératoires. Et je reviens sur donc la mobilité des bras. Alors maintenant, c'est plus vraiment ce qu'on dit aux patients. D'accord. On dit quand même de bouger et surtout d'être accompagné assez rapidement par des kinésithérapeutes. Il y a des kinés désormais qui sont spécialisés dans le sein. Alors il y a plusieurs réseaux, hein, notamment le réseau des kinés du sein. Donc ça, c'est des réseaux en fait où les kinés sont spécialisés et du coup aident vraiment les patients donc à conserver les mobilités parce que souvent on a tendance à se mettre comme ça après les chirurgies et malheureusement en fait elles cicatrisent un peu bloquées comme ça et elles peuvent plus du tout lever les bras. Donc c'est vrai qu'on a tendance à leur dire de bouger quand même mais tranquillement, de pas non plus faire des travaux chez elles pendant cet arrêt. Oui. Mais voilà. De briquer la maison, les vitres, les carreaux, le ménage ou les voitures sans direction assistée. On le voit en pratique. Hein. Donc du coup, il faut quand même rester tranquille, mais voilà, se mobiliser, ne pas porter de charge lourde, et c'est vraiment bien de se faire aider d'un kiné, même pour reprendre ensuite l'activité physique. Alors, je tiens à dire que par expérience, certaines femmes ont aussi eu des gestes de kiné qui bougeaient la prothèse, voilà. Donc, toujours se référer au chirurgien si vous avez un doute sur un mouvement qui a été réalisé ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas en lien. Vous pouvez aussi accompagner le kiné dans cette appréhension du sujet. Et donc, voilà, faut pas
sans remettre, sans réfléchir ou sans penser. En fait, tout ça, ça s'accompagne d'un travail qui est mutualisé dans les équipes. Et donc, enfin, voilà, je sais que c'est toujours compliqué pour les femmes de se dire je vais déranger, je vais poser une question. Mais si vous avez quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise ou que c'est compliqué pour vous, alors qu'on vous a dit justement de ne pas le bouger ou de ne pas le faire, il faut s'assurer que c'est bien le cas parce que je sais que certaines d'entre elles m'ont fait des retours et que effectivement c'est aussi une discussion collégiale qui peut se mettre en place pour qu'on soit à l'aise avec toutes ces techniques et que la récupération se fasse le mieux possible. Et donc du coup, contention, donc comment est-ce qu'on choisit? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez directement à l'hôpital? On voit pléthore effectivement de modèles. Même si on ne citera pas de marque ce soir, l'idée c'est quand même que le modèle soit adapté à la taille aussi, parce que je crois que c'est ça vraiment le plus important, hein, c'est que ce soit pas assez comprimé ou trop comprimé. Et puis ensuite faire un roulement aussi pour qu'on se sente à l'aise, parce que ça, on le garde quand même assez longtemps, nuit et jour pendant un temps. C'est un peu plus qu'une seconde peau. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler du coup de Donc, ce sous-vêtement de ouais. sport? Donc, le soutien-gorge de contention, effectivement, il faut le porter un mois jour et nuit, idéalement, et ensuite un mois la journée. Alors, en fait, il y a des patients qui finalement s'habituent et préfèrent ensuite ce soutien-gorge et le gardent beaucoup plus Oui, longtemps. Ça peut oui. Même jusqu'à 6 mois, même pendant le sport, enfin. pendant le sport. Après, il y a plusieurs modèles qui existent. Je pense que le plus simple, c'est vraiment d'aller essayer en magasin. Alors, bon, on en trouve en pharmacie, on en trouve dans les magasins de sport. Je ne crois pas qu'il y ait encore de magasins de lingerie qui soient mis, mais ça devrait tarder. Voilà. Et après, il y a plusieurs formes. Alors, idéalement, il faut qu'il s'accroche au niveau des épaules parce que c'est plus facile à mettre et devant. Si jamais ça s'accroche pas au niveau des épaules, c'est pas très grave, mais par contre, c'est quand même mieux si ça Devant. Ouais, l'ouverture, c'est vrai. il y a des systèmes où on les enfile comme ça, et ça, c'est compliqué en C'est une post galère. lever les bras. De façon générale, il vaut mieux que tout s'accroche devant en post-opératoire. En Et après, sachant que j'anticipe les demandes parce que régulièrement on nous les demande, mais on a un Genetic Book avec un guide et une liste avec un trousseau qui justifie aussi pleinement de tout ce que vous pouvez emporter. N'hésitez pas à nous dire si vous avez fait d'autres emplettes autour de cette liste. Nous, on l'enrichira avec vos idées, vos tips et vos conseils. Mais voilà, on a une base aussi avec des pyjamas qui s'ouvrent devant, avec éventuellement des petits supports ou des sacs que l'on peut acheter pour pouvoir mettre les drains et déambuler dans l'hôpital avec facilité. Enfin voilà, donc effectivement, moi j'avais bien retenu que cette ouverture quand même au devant permettait un certain nombre de choses. Vous retrouvez toutes ces informations-là donc en ligne et on vous glissera le lien sur notre site internet pour vous aider dans la préparation de cette chirurgie si vous apprêtez à la réaliser dans quelques temps. il faut aussi regarder sur les soutiens-gorge, par exemple pour les patients qui vont avoir une reconstruction par le lambeau du dos, que ça ne passe pas, que ça ne sert pas au niveau de la cicatrice du dos. Ok, Donc, il faut peut-être apprendre avec un bandeau plus large. ok, Mais ça, souvent, le chirurgien leur donne quand même des consignes. c'est ce que j'allais dire, oui. Voilà. Moi, souvent, ce que je leur dis, c'est de m'amener je les vois souvent 2 fois, hein, enfin, Oui. de m'en amener un, en fait, pour qu'on essaye ensemble et qu'on regarde ensemble, d'en acheter qu'un seul avant l'intervention et d'en racheter un par la suite. Éventuellement, pareil pour la taille, si jamais il y a un doute, peut-être aussi d'en acheter de taille. Moi, je sais que c'est ce que j'avais fait. J'avais ramené après celle dont on ne s'était pas servi parce que au bloc, parfois, quand elle s'est posée, bah, si ça a changé un petit peu sur la taille de la prothèse, bah, voilà, d'avoir à peu près à quelques, on va dire, à quelques tailles près de bonnets qui permettent de coller avec la morpho et du coup le résultat visé. Les douleurs de l'un. Je Oui, redis, pardon. sachant que ça n'est pas remboursé, ces Oui, soutiens-gorge. oui. Donc, c'est quand même un certain. Alors, nous, de plus en plus, hein, on va le dire quand même parce que c'est vrai qu'on nous le demande, c'est l'avantage des box sans gêne aujourd'hui quand on accompagne des femmes. Alors, pour l'instant, on a 2 régions qui diffusent ces box sans gêne grâce au budget, enfin au projet réalisé, au budget qu'on a soulevé. Et donc, du coup, on se permet d'accompagner les femmes donc, qui sont suivies dans le cadre de cette chirurgie et d'en offrir un parce qu'on sait que déjà le coût d'un demande un certain investissement et qu'on se dit qu'avec un, on peut rien faire, quoi, quasiment, parce qu'il faut quand même tourner, le laver ou autre. Donc voilà, bientôt, on espère donc les 2 départements, enfin les 2 régions qui sont concernées par ces box en gène, c'est la région pilote de Clermont-Ferrand qui a mis en place donc l'Auvergne-Rhône-Alpes ce projet des box en gène et qui était à l'initiative de cette magnifique idée.
Et ensuite, on a les Pays de la Loire, mais vont s'ouvrir avec la région Île-de-France, la région Occitanie et la région de Normandie aussi, puisque je crois que les premières ont été données là il y a quelques semaines. Et l'idée, c'est bien sûr qu'elles arrivent à Dijon et qu'elles arrivent à peu près partout ailleurs où on pourra effectivement offrir ces box grâce à nos partenaires, grâce à tous ceux qui aussi s'emploient à faire en sorte que cette chirurgie soit accompagnée avec voilà, des soins et des choses qui leur permettent aussi bienveillance et réconfort au moment du geste. Du coup, comment est-ce que c'est supporté en fait les douleurs? Parce qu'on sait que c'est très variable et qu'il y a des femmes aussi qui nous demandent, mais c'est-à-dire comment évaluer sur une échelle de Richter la douleur? Et comment est-ce qu'on la soulage aujourd'hui, peut-être différemment? Parce que moi, j'avais rien réclamé à l'époque, mais maintenant, je pense qu'on donne peut-être d'autres possibilités aux femmes pour éviter qu'elles souffrent. Alors, maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est des blocs d'anesthésie, en fait, au bloc opératoire. Donc ça, c'est les anesthésistes qui fonctionnent très bien. C'est vraiment ce qui a changé la prise en charge des patientes, hein. Voilà. Après, au niveau antalgique, sinon, ça reste des antalgiques classiques. On conseille de mettre de la glace, donc bien sûr dans un linge, pas directement sur la peau, hein, sinon ça brûle la peau. Et alors, je pense qu'il y a quand même moins de douleur pour les patientes maintenant qu'il y a 10-15 ans. C'est beaucoup mieux toléré. Je vois en tout cas pour les lambeaux du dos, avec cette chirurgie où on épargne le muscle, hein, les patientes, elles sortent le lendemain de l'intervention, le soir même, elles sont debout dans leur chambre. Les process, les instruments, les techniques sont moins invasives et donc du coup moins traumatiques en fait finalement pour les patientes. Je pense que c'est ça. Et Après, vous décriviez très bien aussi avec le fait de mettre la prothèse devant en fait. Ce qui est exact. contre nature, c'est de venir décoller le muscle Décoller le pectoral, muscle. de faire. Enfin voilà, ça c'est un truc de fou. Moi, Quand on y pense, c'est un truc de fou. Ouais. C'est mettre quelque chose derrière un muscle, donc ça c'est pour ça que c'est très douloureux. C'est une loge qui n'existe pas en fait. Donc ça c'était très douloureux à l'époque. Alors en plus chez les patientes sportives, parce qu'en fait le muscle est vraiment tendu chez les patientes sportives. Donc c'est Et puis parce qu'on a presque des muscles qui parfois s'apparentent à des pecs, donc c'est compliqué aussi d'avoir le résultat. Même quand on fait certains mouvements en fait de pompe ou de choses comme ça, quand on se tient d'une certaine façon, on voit bien que le résultat n'est pas du tout naturel en fait. C'est très bien. Perte de sensibilité, vous en parliez au départ. Est-ce que du coup, comment est-ce que ça se passe après pour ce nouveau corps? Comment est-ce qu'on peut finalement, est-ce qu'on se recrée aussi des sensations? Enfin, comment est-ce que d'après le retour, et peut-être qu'on en parlera avec Patricia juste après, mais c'est quand même quelque chose qu'on arrive à dompter finalement, alors ouais, alors je pense en immédiat, il faut pas hésiter à se faire accompagner quand même, parce que outre la douleur physique, il y a quand même la douleur psychologique, hein, de la perte du sein. Donc ça c'est quelque chose, il faut pas hésiter à en parler, monter un accompagnement avec des psychologues, voilà. Franchement, il faut en parler. Et après, c'est vrai que les patientes se réapproprient leur corps, mais c'est pas en immédiat, hein. Je pense qu'il faut, voilà, le résultat du jour J, ce sera pas le résultat dans un an. Donc voilà, il y a tout un processus et ça peut être long pour certaines patientes. Au niveau des sensations, ça c'est variable. Il y a des patientes qui perdent complètement la sensibilité, d'autres qui retrouvent un petit peu au fur et à mesure du temps. C'est possible. c'est vrai. Plus fréquent chez les patientes, on a l'impression chez lesquelles on fait des injections de graisse. D'accord. On a l'impression qu'elles ressentent des sensations. Ok. Et du coup, ça s'explique aussi dans les avant-après. Vous avez quand même vraiment aujourd'hui des patientes qui sont satisfaites, qui sont à la fin effectivement du process agréablement surprises. Et pour vous, c'est j'imagine quand même c'est hyper, voilà, c'est hyper gratifiant de se dire qu'on a aussi réussi à faire quelque chose qui n'entrave pas la vie, surtout sur des femmes très jeunes à partir de cette information. Oui, alors après, c'est vrai que quand on voit les patientes, alors on peut montrer, hein, quelques photos en consultation. Alors on évite de montrer trop de avant-après, en fait, qui sont pas personnalisés, parce qu'en fait, le résultat, il est tellement différent selon les morphologies des patientes, que voilà, moi je sais en consultation, j'essaie de chercher des patientes qui ont à peu près la même morphologie
que la patiente qui me consulte pour qu'elle ait une idée, sachant que voilà, le résultat qu'on montre ne sera pas forcément le sien. Identique. Voilà. Après, voilà, et que, ben, c'est ce que je dis toujours, mais dans les congrès, tout le monde montre ses beaux résultats. Voilà, mais il faut savoir que c'est pas toujours le résultat optimal qu'on a et pas forcément en une fois. Et moi, je trouve, en fait, finalement, on nous a souvent demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a rien d'affiché sur le site Génétique Cancer ou autre. Volontairement, en fait, je pense que effectivement, pour toutes celles aussi qui ont plus de galères, qui ont eu des cicatrices, je pense que c'est tellement propre à chaque histoire et propre à chaque personne que moi, j'encourage davantage la rencontre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté aussi de montrer ma poitrine à plusieurs reprises, parce que le résultat, nous, on pense toujours que c'est aussi peut-être très bien, mais ça peut d'un côté effrayer, comme de l'autre côté, en fait, rassurer. Donc, je dis toujours que c'est toujours mieux vécu, en fait, quand on est en face de quelqu'un à qui on peut expliquer, peut-être même accepter, de faire toucher, de montrer comment en mouvement, finalement, ce résultat-là évolue, plutôt qu'une photo, en fait, figée. Donc, volontairement, nous, on dit rentrer en contact avec nos ambassadrices qui ont réalisé, parfois même via les mêmes chirurgiens, avec les mêmes techniques. On essaye de créer des matchs et des rencontres avec les mêmes âges ou, pareil, on essaye de faire en condition des morphologies et autres. Et je trouve que c'est davantage plus probant. Et puis surtout, dans la proximité, voilà, on crée un lien déjà et quelque chose d'assez fort dans le fait de pouvoir partager dans la rencontre vraiment un résultat plutôt que de s'envoyer des photos. Après, je sais qu'elles le font parfois, certaines via WhatsApp et autres ou via des groupes de parole, mais c'est fait voilà, de façon encadrée et chacune pour son histoire en l'agrémentant en fait des différentes étapes et de l'historique pour arriver à ce résultat-là. Parce que voilà, on sait aussi que c'est assez variable finalement d'une femme à l'autre. Donc pour nous, c'est aussi vraiment important de comprendre que voilà, c'est un partage. On pense que c'est un partage davantage plutôt qu'une vitrine en fait pour montrer ses résultats. Voilà. Et du coup, bah, peut-être le dernier bas qui blesse, c'est peut-être la prise en charge financière. Donc normalement, une fois qu'on est identifié, en tout cas avec une mutation, on peut faire prendre par le conseiller médecin conseil de la CPAM 100% pour cette chirurgie donc dans le public. Dans le privé, c'est avec des dépassements d'honoraires. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, en fonction de certains choix, et on en a parlé tout à l'heure de matériaux ou de prothèses ou autres, c'est aussi ce qui peut faire varier le coût de ces interventions. Comment ça se passe en fait? C'est à la patiente de le déclarer ou vous, est-ce que vous aidez aussi dans cette prise en charge? Alors nous, au centre Georges François Leclerc, il n'y a pas de reste à charge pour les patients. Voilà. Après, l'HAS a mis en place un document en fait sur le site avec référencé les endroits où les patients peuvent être pris en charge avec les différentes techniques pratiquées. Donc ça peut les aider aussi dans leur choix. Après, dans le privé, effectivement, les consultations en général sont prises en charge à 100%. Par contre, l'acte chirurgical aura un dépassement d'honoraires. Ok. Après, ça dépend aussi du souhait de la patiente et de l'endroit dans lequel elle veut être prise en charge et du chirurgien qu'elle a choisi, puisque souvent les patientes qui se dirigent dans le privé, c'est pour un chirurgien bien spécifique. Exactement. Ok, mais je crois qu'on a fait le tour de la question des questions. C'était super. Voilà, j'ai essayé de tenir la trame du mieux possible, mais je pense qu'en fait, finalement, dans nos échanges de façon assez naturelle, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. On a réussi, en tout cas, vous avez réussi avec brio à nous donner toutes ces informations très précieuses et concises. Peut-être que vous avez des choses à rajouter, Manon et Sophie, en complément de ce qui a été dit, ou on va peut-être laisser la place aux quelques questions avant ensuite d'introduire Patricia. Ouais, non, rien à rajouter de particulier. On essaie d'introduire un peu cette nuance-là pour les patientes qui se dirigeraient plutôt vers la chirurgie sur voilà, les différentes modalités qui existent, qui ne seront peut-être pas toutes possibles, les effets secondaires éventuels. Mais non, du coup, c'était parfait. Ouais. C'est trop top. Ok, bah écoutez, là, si on n'a pas de questions,
Je vous propose, alors vous pouvez décider de rester avec nous ou quitter le live comme vous préférez parce que je sais qu'il est tard et qu'il est plus tard que ce qu'on avait prévu. Mais je vais effectivement demander à Patricia. Alors je ne sais pas si vous l'avez suivie, Patricia, si elle fait partie de vos patientes. Non, pas Non. forcément. Parce que je sais qu'il y a en tout cas Émilie, peut-être qui nous écoute, que vous avez suivi, et puis d'autres, Alice aussi, évidemment. Voilà, je pense à toutes celles qui ont été suivies sur la région de Dijon. Je sais qu'elles étaient venues aussi. On a déjà fait des conférences au sein du centre aussi parce que c'est très précieux. Mais voilà, il y a quelques années donc que Patricia a sauté, enfin a fait ce grand saut, pardon. Et du coup, elle souhaitait aussi partager avec nous son expérience et son retour après quelques années. Vous êtes, voilà, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rester, mais n'hésitez pas si entre-temps vous coupez, on partagera le replay. Et moi, je tenais infiniment vraiment à vous remercier parce que ce temps-là, votre bénévolat sur ce temps-là est si précieux pour nous. C'est tellement, tellement, tellement important. Merci à tous les praticiens qui nous rejoignent, qui sont à l'initiative de ces prises de parole et qui donnent de leur temps en fait, voilà, pour les familles. Moi, ça me touche éventuellement plus et je vous trouve vraiment absolument incroyables toutes les trois. Donc voilà, j'ai hâte de revenir à Dijon et puis tout à fait disposée à refaire plein d'autres prises de parole avec vous quand vous le souhaiterez. Voilà, sachez que c'est vraiment important pour nous aussi cette communion parce qu'on ne fait rien sans vous. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'association de patientes aussi, avec l'existence de ces associations-là aujourd'hui, c'est aussi du temps précieux pour les familles derrière et pour continuer le suivi que vous faites, vous, à l'intérieur des murs de, voilà, du centre. Donc, merci infiniment. Et si je peux vous demander, parce que je vous mettrai comme ça dans ma couverture, est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher toutes les trois, voilà, juste avec un joli petit sourire. Merci beaucoup. Bah, c'est génial. Merci. Et du coup, je demande à Patricia de nous rejoindre et n'hésitez pas si entre-temps vous devez quitter le live. Soyez à votre aise. Merci beaucoup. Bah, on peut essayer. Voilà, je pense qu'elle va arriver. Eh ben super, elle est là. Oui, Super. bonsoir. Ben, je sais que tu as suivi le live avec Oui, grande oui. attention et que du coup, voilà, vous étiez aussi dans la boucle de mail avec le docteur Laura Vincent. Merci à toi, ma Patricia. C'est une première fois qu'on partage le live. Oui, Ah, mais c'est habituellement, je suis au CGFL. Généralement, Oui, je suis aux côtés des médecins t'es ou là, sur la scène, mais je ne suis jamais en visio. voilà, Donc, t'es là physiquement, mais là aujourd'hui oui, c'était du distanciel, mais c'est oui, trop chouette de te retrouver. oui. Et puis c'est un visage que l'on connaît, puisque maintenant on te voit quand même depuis des années, voilà, nous engager et puis nous seconder sur, comme tu l'as dit, en région dijonnaise, sur bon nombre d'événements. Comment vas-tu? Déjà, c'est la première question. Moi, j'ai plutôt la forme, hein, tu vois. Ça va faire T'as la 7 forme ans. olympique d'une maman Ouais, qui doit gérer le boulot, oui, les enfants en oui, vacances. oui, c'est ça. Alors non, pour le coup, c'était le papa la semaine dernière et Ah, nous cette semaine, je suis au travail, donc je ne cherche pas les enfants pendant les donc. vacances. Donc, tu vois, ça va faire 7 ans finalement. Tu vois, le 26 octobre dernier, ça fait 7 ans et je vais Ah, reconstruire. c'était le 26 octobre, Ouais, c'était un 26 octobre. 2017, Mais ouais. c'est Et je fou, vais donc ça, reconstruire le 18 janvier 2018. Parce que d'accord, à l'époque, c'était les expandeurs, c'était en 3 mois. exact, Parce qu'on a exact. vu avec le médecin qui expliquait que maintenant, ils font plus forcément Cette peut-être cette option-là. technique, Mais ouais, la technique sous le muscle, je l'ai ouais, d'ailleurs, hein, cette là. technique-là. Et c'était en 3 mois avec les expandeurs. Donc, bah oui, parce qu'à l'époque, on s'était rencontrés à la conférence aussi C'est au vrai, mais oui, c'est CHU. vrai, ça 2 ans date. après l'opération. Et Oui, oui, ça va faire moi 10 ans le livre. Donc ouais. oui, effectivement, on a suivi tout ça de Oui, très près. J'étais très contente de ton résultat, en fait, oui, toi, oui, très oui. rapidement. Oui. Et c'est vrai que c'est pas juste pour vendre, tu vois, même à l'époque, parce que c'était Non, rare d'entendre ça. ouais. Tu as tout de suite été très satisfaite, Oui, en fait, du mais résultat. en même temps, je m'étais préparée physiquement, psychologiquement. À l'époque, j'avais une hygiène de vie irréprochable avec le sport, C'est pas ça. d'alcool, pas de cigarettes, rien de tout ça. Qui fait que finalement, j'ai foncé en plus tête baissée, hein. T'étais Tu sais, à 32 très ans. jeune, Oui, j'avais su que j'avais le gène à c'est 28 ans. ça. Et c'était à partir de 30 ans qu'il fallait faire IRM écho-mammographie. Donc j'ai commencé à 31, IRM échographie, mammographie, 32 ans, et ils voyaient quelque chose et tout, biopsie. Et c'est là que je me suis dit, hors de Oui, question, je me mes tantes, souviens. c'est à partir de 33 ans qu'elles avaient eu leur cancer tout au long finalement de leur vie. Hein. C'est ça.
Et du coup, j'ai décidé de tout enlever, mais je m'étais organisée pour faire ça en octobre, l'hiver, comme ça tu Oui. portes des pulls, t'as pas la vision de ta poitrine et tout. Et je vais faire construire 3 mois après. Voilà, tout était calculé, tout était paramétré, donc j'étais bien. C'était bien. J'étais bien. Ouais. Ouais, je l'ai très bien vécu, hein, et le résultat était très bien. Oui, oui, et Voilà. Après, c'est pas parfait, hein, Oui, comme bah, je leur bien dis, sûr. parce que les filles que je rencontre là depuis que je me suis engagée auprès de toi, auprès de tout le monde, je leur ai dit attention, c'est pas la chirurgie esthétique, c'est reconstructrice, donc attendez-vous pas à ce que ça soit parfait, mais en fait, c'est ce qui, enfin, ça nous permet quand même d'être en forme, c'est quand même assez joli, enfin, le rendu est plutôt joli et tout. Certes, on a des bulles, c'est pas forcément rond comme on voudrait et tout, mais le principal, c'est qu'aujourd'hui, on vit comme tout le On monde. vit. Voilà, en fait, c'est ça. Ouais, j'ai eu 2 enfants, ça n'a pas bougé, j'ai pas eu de douleur, rien de tout ça. Alors oui, j'ai pas pu faire l'allaitement. Alors bon, le premier, il a pas eu de problème, le deuxième, il a eu des problèmes de lait. Donc là, moi, clairement, ça m'a un peu en me Contrarié. disant si je l'avais allaité, peut-être, ouais, si je l'avais allaité, peut-être qu'il n'aurait pas eu toutes ces. Mais finalement, ben en fait, aujourd'hui, il se porte très bien, il va très bien, et je Ça va referai trop. encore et encore. Ouais. Et d'ailleurs, quand je rencontre les filles, je leur dis mais allez-y, parce que finalement, demain, enfin, quand on a le gène, en fait, ça peut nous tomber dessus du jour au lendemain. Et d'ailleurs, j'ai rencontré dans le cadre de l'association une jeune fille qui, 1 an après, m'a écrit et m'a dit ben, j'avais pas pris la décision et j'ai attrapé un cancer. Voilà. On s'était rencontrés, on avait bien échangé et tout, mais elle n'avait pas réussi à passer l'étape de la chirurgie et elle a attrapé un cancer. Et je pense qu'elle se laissait du temps, mais finalement, elle ne l'a pas eu. Donc, elle va très bien aujourd'hui, mais elle est passée par l'étape cancer. Donc, C'est voilà. vrai que, en fait, c'est on va dire le majeur souci quand on apprend cette mutation et quand on sait aussi très tôt, parce que finalement, les tests peuvent être réalisés aujourd'hui, Oui, même un peu avant 30 bah, ans. avec Avec le finalement, recul, on se dit qu'on a du temps, mais finalement, en avançant dans la vie, on se rend compte que ça va quand même relativement vite. oui, Et comme tu le dis, alors effectivement, on peut le déclarer après, mais on peut aussi le déclarer en fait pendant la chirurgie, c'est-à-dire qu'il y avait des actes qui étaient prévus par des chirurgiens en préventif et avec microcalcification ou des choses qui sont arrivées en cours oui, parce que bah, voilà, c'est allé très vite, trop vite. Et bien du coup, on est passé du statut de on le faisait en préventif voilà, contre le curatif ouais, et on sait qu'on n'a pas les mêmes bénéfices. Donc, c'est sûr que voilà, on demande quand même un temps de réflexion, de la maturité ou autre, mais quand le sujet se pose, et là, comme tu le dis, ça n'arrive pas qu'aux autres et ça peut vraiment non, arriver du jour au lendemain. Donc, on sait aussi que ça peut se jouer à parfois quelques mois, une année près. voilà. Et donc, il faut le tenir en fait en ligne de compte. Et parfois, c'est vrai que pour certaines, c'est un peu de remords de ne pas y avoir été avant, de ne pas avoir trouvé le déclic. Parce que moi, j'ai toujours eu un déclic à un moment donné qui opère. Et toi, tu l'as dit, c'est-à-dire c'est la frayeur aussi du contrôle avec la biopsie Ah et oui, l'âge en fait qui non, arrivait et proche puis mes tantes, du terme. elles avaient commencé, mes tantes, à partir de 33 ans. C'est Moi, j'ai ça, grandi en voyant mes tantes avec des cancers c'est du ça, sein tout au long de leur vie. c'est ça. Et là, je me suis dit, mais il est hors de question qu'à partir de 33 ans, en plus, voilà, il y a eu la biopsie, comme par hasard, à 32 Oui, ans. Je me suis dit, non, non, moi, je ne vis pas comme ça, il est hors de question. Puis en plus, c'est des jours de congé pour faire tous les examens médicaux, c'est ça. pour attendre, voilà, vous êtes dans des salles, tu es dans une salle, torse nu, tu attends le résultat, on te dit, vous avez que de la mastose, vous n'avez pas de graisse, c'est que la mastose, ça des. Enfin bref, ils te disent plein de choses et finalement tu te dis, bon, non, j'y vais, hein, moi j'enlève tout, je préfère tout enlever, clairement. Et j'ai rencontré, c'était professeur Coutan, qui m'a dit, ah, c'est rare et tout. J'ai dit, ouais, mais finalement, des fois, avec le vécu familial, franchement, on se pose pas de questions, hein. On y C'est va, ça, on fonce et tout. c'est ça, Et c'est quand ça. je l'ai fait, ensuite, c'est là que j'ai cherché, et j'ai trouvé Génétique Cancer en me disant, mais maintenant, je veux aider et je veux montrer qu'en fait, si on se donne les moyens de mettre quand même, voilà, comme elle disait le docteur, s'il faut arrêter de fumer, enfin, je pense qu'il faut quand même avoir une hygiène pour bien le vivre et bien Bien l'accuser. Et pareil, l'assimiler. je leur dis aux filles, faites du sport parce qu'il y a des douleurs, mais quand on fait du sport, les courbatures et tout, des fois, ça peut, Ça peut ça peut, s'atténuer. ouais, Mm. ouais. Mm. Finalement, si tu as connu un peu du sport, tu as des courbatures un peu dans le buste et tout, la douleur quand tu te fais opérer, des fois elle est forte, c'est un peu, ça ressemble un peu à des courbatures. Donc je leur dis souvent aux filles, faites ça C'est fait du vrai, c'est bien vrai. aussi. Et d'autant que ça aide la santé Oui, mentale parce que également. effectivement, ça libère quelque chose.
Et donc, du coup, tu as raison aussi de dire que tout Mm. ça, en fait, c'est dans l'expectative de dire au départ, on active les bons gènes et ensuite, derrière, il y a cette solution alternative qui peut nous permettre de récupérer aussi, en termes de Voilà, santé mentale, un clairement. bénéfice immense par rapport aussi à la douleur physique qui est temporaire de ce type de Oui, chirurgie. Donc, d'ailleurs, j'ai adoré l'article que vous avez avec Marie. obtenu avec Marie parce que on sent que c'est vraiment ça aussi, c'est de dire, mais finalement, faire cette chirurgie, ça n'entrave pas en fait en rien notre célébration, la vie, la fête, tout ce qu'on a envie de faire à notre âge. Bien au Et contraire, oui, en fait, ça donne de la saveur en fait à celle-ci et on a le sentiment quand même d'être 2 fois plus vivant, d'être 2 fois plus voilà, en forme. Alors, on est passé par des moments difficiles. D'ailleurs, je pense très fort à Marie parce que je sais qu'elle est encore oui, dedans et que voilà, et qu'il y a encore des étapes. Donc, ce qui prouve aussi que voilà, bah, ça arrive en fait, on le sait, on est au fait de ça, mais on trouve des alternatives, on connecte aussi les bonnes personnes, on prend des seconds avis. Et au final, tout ça, après, à un moment donné, on se dit, bah tiens, c'est derrière, quoi, c'est plus devant. oui. Et je me dis, une fois qu'on a dépassé ça, bah, on a vraiment une vue voilà, sur un ciel, moi, je dis toujours très dégagé, qui fait qu'on se sent quand même vraiment beaucoup plus apaisé, même si on sait qu'on n'est pas, moi je dis souvent, je me dis invincible, mais en fait, non, on se fait rattraper par Non, la force des choses. quand on fait l'échographie, on a un petit peu le On stress, a hein. toujours le... Voilà, moi après les grossesses, j'ai eu de l'eau. Ils me disent vous avez ça. de l'eau, on laisse, ça bouge pas, mais Moi, j'ai eu une montée de lait aussi sur le peu qui restait, donc ça, ah c'est oui. important aussi de le dire, c'est que ça bouge, mais effectivement, le résultat n'avait pas non plus bougé, moi, avec la Mm. grossesse, donc ça, c'est hyper encourageant. Par contre, effectivement, on continue de Oui, surveiller parce que bah, c'est un organe quand même vivant et qu'il peut encore se passer des choses, donc voilà, mais on n'a plus autant de stress, en fait, que ce non, qu'on a pu avoir clairement un temps, pas. qui, moi, Non. me coupait la respiration, voire même Ah ben l'oxygène, quoi. oui, C'était non, mais super, super, hyper important. Bon, alors, donc, on peut te contacter oui, via ton compte, oui, via la page, effectivement, sur le site internet de Génétique oui, Cancer, où il y a une adresse. oui. Et donc, effectivement, en fonction des différentes mutations, parce que vous êtes plusieurs maintenant ambassadrices, Mm. que ce soit, bah, du coup, Émilie sur le Oui, TP53, Marie sur le PLB2, toi sur le voilà. BRCA. Maintenant, vous êtes plusieurs à répondre et à pouvoir couvrir, en fait, certains établissements. Donc, peu importe, si vous n'êtes pas suivi au CGFL, vous pouvez aussi contacter Patricia et qui voilà, sera là aussi pour répondre à vos questions, à vos besoins. Et puis, évidemment, c'est une connexion et c'est un prolongement de Génétique Cancer. Donc, en tant que statut d'ambassadrice, elle a aussi les connexions pour nous poser les questions si elle ne sait pas répondre à tout. Et il ne faut pas hésiter. Et je trouve que voilà, c'était aussi mettre un visage sur tout ce que vous employez à faire. Moi, voudrais juste vous dire que je vous trouve absolument fabuleuse. Non seulement parce que vous êtes des femmes brillantes, avec vraiment tellement de belles valeurs, mais surtout vous êtes des mères pour certaines en fait qui sont tellement voilà là aussi dans le souci de se dire bah je veux être exemplaire pour mes enfants parce qu'on sait que ça les concerne et qu'on a une malchance sur deux aussi d'avoir retransmis ce mauvais gène et que dans votre citoyenneté, dans votre façon de vous engager, de montrer que c'est important aussi d'être là, de soutenir et d'une façon solidaire aussi d'accompagner le progrès, bah moi je trouve ça juste voilà bluffant, aussi jeune en fait d'avoir des femmes comme vous depuis des années qui sont fidèles à Oui, l'association oui, et qui continuent malgré leur casquette, leur temps à plein temps parce que tu es aussi une businesswoman, de pouvoir faire tout ça. oui. Donc franchement, moi je vous tire mon chapeau et je vous dis que si on arrive à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on est si présent et si fort et si rayonnant, bah, c'est aussi et c'est surtout grâce à vous. Donc voilà, c'était aussi pour te faire ce gros clin d'œil et ce merci en direct pour vous remercier pour Ouais. tout ce que vous donnez. Et voilà, je pense qu'on est effectivement aujourd'hui d'utilité publique. Mm. Merci D'utilité Laetitia. publique. C'est moi qui te remercie infiniment. Et puis, bah, on a hâte de venir vous voir. Et puis, je crois que Marie Oui, a plein d'idées encore sous le coude, oui, que vous en avez oui. plein. C'est une Donc, merveilleuse rencontre, Marie. Je suis ravie de l'avoir rencontrée parce que bah, son histoire est différente en plus, donc ça nous permettait en fait, quand on a fait l'article, de pouvoir toucher des autres personnes exactement. qui se reconnaissent en elle. Parce que finalement, moi, j'ai tout le côté familial. Oui, Voilà, c'est grâce à c'est avec ma famille que voilà que j'ai su pour le gène et tout, alors que elle, finalement, c'est la seule dans sa tout famille. à fait. Donc, c'était C'est la important de la mettre en avant pour première, qu'elle puisse aider des personnes qui sont en cas index, ouais, vraiment complètement voilà, isolé. différents. Parce que moi, avec Instagram, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de Bien messages sûr. de personnes qui viennent et tout. La plupart, elles me demandent souvent, mais comment est le résultat? Oui, bah oui, c'est C'est sûr. ouais, c'est les premières questions. Alors, le résultat,
comme disait le chirurgien, des fois avec du beau, on fait du beau, on ne sait pas, ça dépend aussi, enfin voilà, l'hygiène de vie, la cigarette, c'est ce que disait le docteur, hein, il y a pas non plus... mais comment te dire, Oui, la plupart que j'ai rencontrées, elles ont quand même beaucoup de force en elles, hein, qui permettent bien aussi sûr. elles sont passées l'opération, je pense à... Tu les as eues parce qu'elles sont devenues ambassadrices, hein. Elles Oui, font partie bah oui, de toutes oui, d'ailleurs. oui, je Je ne sais bien. citerai pas les noms, En mais fait, elles sont devenues toutes mais, ambassadrices et c'est dans toute la France en plus. mais C'est ce pas qui est, forcément à voilà, Dijon parce qu'Instagram finalement c'est toute la France. Donc c'est chouette, ouais. quand elles viennent me parler, c'est un peu de toutes les villes et tout. Donc ouais, non, c'est bien. Je suis ravie de faire partie toujours de cette association et de pouvoir aider. Je suis ravie que Marie et Émilie se sont jointes à moi pour les années à venir, pour qu'on puisse faire des choses ensemble surtout. Bon, alors on va se retrouver à la journée des ambassadrices qui est prévue. Et normalement, je fais un scoop révélation. Notre vice-présidente va vous écrire, je pense, si ce n'est pas encore fait ce week-end, pour vous donner les dates. Et on espère vraiment vous avoir toutes parce qu'on veut vraiment aussi vous mettre à l'honneur et vous remercier infiniment pour tout ce temps imparti et tout ce que vous faites qui fait un énorme bien et effectivement qui nous donne aussi la possibilité aux unes et aux autres de pouvoir vous connecter et de vous retrouver. Et effectivement, ensuite, une fois que vous avez reçu et que vous avez eu cette main tendue, de pouvoir tendre la vôtre aux autres. Voilà, enfin moi je me dis que cette vie-là, on est aussi là pour ça et que du coup c'est aussi important pour les générations qui arrivent derrière. Donc un immense merci à toi, à toutes, d'être encore connectées à 22h24. Oui. Et ça va je pense piquer que là, quand le réveil va sonner. ouais, c'est ça va piquer si Augustin ne nous réveille pas cette nuit déjà, on a de la chance. Mais oui, Et ben, bon, c'est voilà. voilà. Bon, Écoute, moi je te fais plein de gros bisous. J'aurais pu rester aussi. connectée toute la nuit avec toi. J'espère te revoir très vite physiquement. Et puis je vous dis à très bientôt. Tu peux raccrocher et comme ça je clôture ce live et je tente le replay. Voilà. Moi À bientôt. aussi, à très vite. Bisous. Bisous. Comment je raccroche, Tu Laetitia? fais ta petite croix normalement. Ma petite T'as une croix. petite croix. Hop. Est-ce que c'est bon? Ça devrait le faire. Yes, c'est parfait. Bon, voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie infiniment. Vous êtes encore bien nombreux après 7h30 de live ensemble. N'hésitez pas, je vais vous mettre une petite foire aux questions dans la story. Ça m'est venu tout à l'heure. Je me dis que, évidemment, on avait prévu de faire un live sur tout ce qui est ovarectomie, fimbriectomie. Donc ça, c'est programmé. Mais si vous avez des envies, d'autres lives, d'autres sujets, voilà, plein d'autres choses qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans la boîte à idées qui suivra ce replay. Je vous embrasse. On a bientôt fini Octobre Rose, mais surtout n'oubliez pas que les cancers héréditaires, génétiques, c'est toute l'année. Il faut en parler des antécédents familiaux à votre famille, à vos enfants, à vos parents. Ne pas hésiter à rompre ce tabou. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir si vous êtes concerné ou même tout simplement si le cœur vous en dit à vous engager. On a besoin de vous, de bénévoles, de plus en plus pour continuer de faire voilà, agir et faire tourner cette association. Donc, merci infiniment de votre confiance renouvelée. Merci pour tous vos dons. Merci pour toutes vos actions. Et puis, évidemment, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures ensemble. Encore, c'est promis. Cœur sur vous. Et à très vite. Bonne soirée. Merci.